Définitivement désinhibées, les forces du pré grimpent en lances de graminées dont les plus hardis atteignent une hauteur d'épaule d'enfant ou de sein de femme, à 2 graines de toucher les feuilles des basses branches, lignes matrices qui tendent à se rejoindre en utopique enlacement. Sous la pluie, inlassablement, les mésanges se démènent, rallient leur nichoir pour l'abandonner quelques instants plus tard. On égrène les secondes, entre chaque passage, 90 au maximum. À la fin de l'élevage, les oiseaux ont atteint la limite de leur résistance physique. C'est la lecture d'un article qui fait ressurgir cette phrase. Tout comme un mot d'expert, celui de sac fœtal, qui pile à l'endroit de cette boule blanche portée par l'adulte lorsqu'il quitte le nichoir, se superpose au réel. Sac fœtal. Connaître le mot juste représente-t-il un plus, une valeur ajoutée? Si apprendre fait un bien d'école primaire, il semblait alors que tout pouvait s'expliquerait le jour venu. On ressent également quelque chose de moins bon. Comme si désigner ainsi de façon pseudo-savante scellait une séparation entre sujet observant et phénomène observé, une forme d'appropriation ou même de domination, d'autant plus prétentieuse lorsque l'observé est vivant. Fenêtre nord, poussent d'étranges lampadaires à cloches pourpres. Un bourdon les survole. On songe tout à coup à cette abeille qui, la veille, agonisait dans d'affreux spasmes sur le goudron de l'arrêt de bus. Entraînant son cortège de pensées alarmantes, la biodiversité n'est pas un luxe auquel seul le promeneur du dimanche, riche et cultivé bien sûr, aurait accès. Les conséquences de son déclin sont bien plus graves que ce que nous imaginons. Réduire le nombre d'espèces, c'est réduire la capacité qu'a la biosphère de nous accueillir. Il s'en suivra tôt ou tard une réduction de la population humaine. C'est le bon jour pour lire cet extrait. Certaines lectures marquent à tout jamais. C'est le cas du livre coécrit par Pablo Servigne et Raphaël Stevens au titre suggestif de « Comment tout peut s'effondrer ». January 19th, 1788. They have big, heavy leathers on their feet, and they stomp. But not like the stomping during dancing ceremonies. They stomp as if they didn't feel the earth beneath their feet, which makes them stomp even harder. Many of us have been killed. Sisters, brothers, cousins, friends, whole families, whole villages gone. They don't speak to us. They stomp and they kill. My name is Amba Ipete. They took me away from home. My family made it home when they were born several thousand years ago. My grandmother is called Grandmother Growth. She has many names like me, and she lives in Abiyala. They took me away from home. They broke a part off of me, and then another, and another, and another. They broke parts off of me. They put me in a box filled with earth from home. When the earth and I touched, I felt she was not as alive as I know her, and I got scared. They put a construction around me
and tied me onto it. Then they closed the box. Several boxes, they opened, broke, filled, tied, closed. These boxes carried me away from home. I was scared. The earth moving, the box moving, the ground we stand upon moving, and the ground is not earth. The box has holes, and through it there is light coming in and air. Sometimes they open the box, as if to drown me in light and air, and I see the sky moving like the ground is moving, and get scared. The boxes are made of wood, and its spirits are restless, because nobody sang a song when they cut the tree. Sometimes they open the box, and it is like rain is falling, but there are no clouds, and the water is dead. I don't know how much time has passed. I never see the moon. One day, the moving got very soft, and with the softness came hope, because I am not used to be scared. Back home, I was never scared. One day, the moving got very soft, and this softness reminded me of home, and home reminded me of how I was never scared. So I hoped. Then stomping came closer, and they took some of the boxes and never came back. They had broken parts off of me, and then they had broken parts off of me again. I didn't understand why or what or where or how. I wanted to cry, but there wasn't enough water. I heard some of the wailing wood getting louder and then fading off in the distance. Then all the moving started to get very strong again, and all softness was gone. And with this softness gone and myself gone, hope turned into anger, because I am not used to be scared. Back home, I was never scared. One day, all the moving got very strong again, and the softness and myself gone reminded me of home, and home reminded me of how I was never scared. So now, I am angry. En 2020, le philosophe du vivant Baptiste Morisot commence à parler de la crise écologique comme une crise de la sensibilité. Nous serons devenus insensibles, inaffectés par ce qui nous environne, par ce qui nous constitue, par ce qui nous fait face, tout comme par notre devenir. La crise se témoigne par l'appauvrissement des mots, des capacités à percevoir, des émotions et des relations que nous pouvons tisser avec le monde vivant, dit-il. Nous ne voyons et n'éprouvons plus rien dans l'altérité, et si ce n'est pas de la peur que nous avons à son égard, elle ne nous intéresse tout simplement pas. Face à ce constat, d'aucuns en appellent alors à une écologie poétique. Une écologie qui s'intéresse à la gamme des affects et des attentions, des concepts et des pratiques renouvelées que nous pouvons avoir ou inventer, avec à la fois les phénomènes en cours, qu'on nous présente trop souvent par des chiffres, des graphes et autres données abstraites, mais aussi avec les protagonistes de ces phénomènes-là, qu'on a trop souvent relégués à la marge, invisibilisés ou tus. Avec mes invités, romancière, poétesse et enquêtrice Nouria Belloul et Antoinette Richner, nous vous proposons alors de repeupler nos récits et nos imaginaires de ces vivants-là par l'enchevêtrement de leurs révoltes et l'activation des scénarios oblitérés. Un enjeu hautement politique pour reconfigurer ce que Baptiste Morisot appelle notre monde commun. Nos personnages principaux, la figue de barbarie, un pré et un effondrement systémique. Bon, vaste programme, on est d'accord. Mais nous les convoquerons à la manière de la liane
du penseur afropéen Deneten Twambona dans Sagesse des lianes cosmopolitique du refuge, c'est-à-dire non pas uniquement au sens propre, mais de manière frondeuse. La liane, c'est une figure, c'est une trope du grec tropos, tour, tour de langage, tour de main, tour de geste et de mouvement du corps. La convoquer en tant que manière de se tenir, d'exister, de pulser, d'amplifier les champs de force, les champs de perception, les champs d'action. Nous tâcherons d'explorer alors en quoi l'éco-poétique est une écho politique, car comme le met en exergue Denetem dans son ouvrage, en citant l'écrivain congolais Sonny Labou Tansi, et je le cite, « L'art, c'est la force de dire à la réalité ce qu'elle n'aurait pu dire par ses propres moyens, ou en tout cas ce qu'elle risquait de passer volontairement sous silence. J'exige un autre centre du monde, d'autres excuses de nommer, d'autres manières de respirer, parce qu'être poète de nos jours, c'est vouloir de toutes ses forces, de toute son âme, de toute sa chair face au fusil, face à l'argent qui lui aussi devient un fusil, et surtout face à la vérité reçue sur laquelle nous, poètes, avons une autorisation de pisser, qu'aucun visage de la réalité humaine ne soit poussé sous le silence de l'histoire. » Nouria Belloul, bonsoir. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es une artiste interdisciplinaire suisse-algérienne, tu es poétesse, traductrice, chercheuse, performeuse, curatrice, libraire aussi. En 2021, tu publies chez Bondia Books un recueil de poèmes intitulé « Poetry is the only way out of here », que tu présentes par deux principes, mantra et cri de guerre, qui affirment l'absolue nécessité de la poésie face aux absurdités du présent. Alors, voilà, c'est quoi pour toi la poésie? Et, tu débarques avec les grandes questions, ouais, là. Mais pour d'intro comme ça. Et j'aimerais savoir aussi pourquoi elle est importante pour toi aujourd'hui, cette poésie-là. C'est comme si tu demandais à quelqu'un, hein, c'est quoi l'art pour toi? Mais parce que je sais que tu l'as défini aussi dans une dimension politique. Oui, mais pour moi, c'est ce qui m'empêche de devenir complètement folle, quoi. Vu le monde dans lequel on vit, avec tellement de violence et d'injustice dans tous les sens possibles, la poésie est une forme de résistance parce que c'est un regard vers le petit, vers le pas important, il y a une sorte de tendresse qui n'a pas de valeur dans notre système. Et donc, de célébrer quelque chose qui n'a pas de valeur est devenu, je veux dire, dans le temps dans lequel on vit, même faire une sieste peut être un geste révolutionnaire. Donc, du coup, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Ouais. On y reviendra aussi, parce que cette dimension de... Tu as une phrase dans un de tes poèmes, tu écris « In this world of kamikaze capitalism, doing nothing can be a form of resistance. I call this revolutionary siestas. » Bon, pour traduire, c'est dans ce monde de capitalisme quasi kamikaze, ne rien faire peut être une forme de résistance. J'appelle ceci la révolution de la sieste. Les siestes révolutionnaires. Donc il y a une dimension, comme tu dis, un peu aussi politique de ce que tu nommes un peu inutile, c'est ça? Ouais. Bon, après, je vais dire inutile. C'est quoi l'utilité, quoi, tu vois? Genre même, et là on revient par exemple un pré ou une fleur ou des oiseaux qui volent. Est-ce qu'ils font ça aussi juste pour jouer, pour le plaisir? Tu vois? L'odeur d'une fleur, ou je sais pas pourquoi il est comme ça et pas autrement. Donc, Anne Simon, qu'on a reçue ici, qui est spécialiste en éco-poétique, parle justement de l'écologie. Elle prône une écologie inutile, justement pour essayer de se distancer de l'écologie de graphes, de données abstraites, essayer de repeupler ce qui est perçu finalement comme inutile, mais on essaiera de voir que ça ne l'est pas tant que ça ce soir ensemble, j'espère. Antoinette Richner, bonsoir à toi. Merci beaucoup d'être là aussi. Toi, tu es autrice, dramaturge neuchâteloise. Tu as beaucoup écrit pour le théâtre. Je pense notamment à Pièces de guerre en Suisse, mis en scène par Maya Beuch en 2019. Mais tu as aussi beaucoup de romans à ton actif, quelques romans à ton actif.
On va s'intéresser à 2 romans ce soir, plus précisément. Devenir prêt, que tu nous as généreusement lu dont tu nous as légèrement lu un extrait tout à l'heure, donc chez les éditions D'autre part en 2016, puis Après le monde, chez Buchet-Chastel en 2020. On reviendra sur ces travaux-là. Toi, tu dis qu'on plonge dans tes textes comme dans un monde ou comme dans des mondes parallèles, des laboratoires sociaux, politiques et écologiques. Alors aussi, là, une méta-question, attention. Qu'est-ce que représente le geste d'écrire pour toi, justement en période de crise de la sensibilité, comme le dit Morisot? Peut-être juste un mot de contexte sur Devenir prêt. On y reviendra aussi, hein, mais bien sûr, tu peux... C'est juste pour planter le décor. Je voulais un lieu tel qu'une chambre à soi, comme le dit Virginia Woolf, mon lieu qui était mon lieu d'écriture. Je suis tombée par hasard au bord de la route, au Locle, sur une roulotte de chantier qui était d'occasion à vendre, que j'ai achetée. On l'a installée à côté de la maison où on vivait à l'époque. Plus ou moins sur un replat qui était dans une pente, donc j'avais vu sur l'amont de cette pente qui était un pré. Et je me suis donné donc ce programme qui était de décrire le plus régulièrement possible pendant une année ce pré qui était donc encadré par la fenêtre, avec peut-être l'inquiétude qu'il n'y aurait aucune action et que ça ne formerait pas un récit très intéressant. Donc c'est vrai que la question de savoir qu'est-ce qui a de la valeur, en fait, d'un point de vue scénaristique, on peut se dire que ce qui a de la valeur, c'est des événements qui vont nous tenir en haleine, ou d'un point de vue peut-être de l'engagement, on peut se dire mais pourquoi je me préoccupe pendant une année de ce qui est défini dans ce champ-là et pas du hors-champ, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le plan politique, par exemple, de ce qui se passe dans le monde, et moi, je suis en train d'observer ce pré dans le Val de Rue. Quel intérêt on peut se poser? Enfin, voilà, il y avait quand même cette inquiétude. Peut-être aussi l'inquiétude d'une sorte de pauvreté, justement, d'événements. Et puis, dès le début, j'ai vu qu'il y avait énormément d'événements qui se produisaient à chaque instant. Donc, j'étais plutôt dans la problématique de devoir sélectionner. J'avais beaucoup trop de matière, en fait. Rien que de relever tout ce qui se passait. Je sais pas, une mouche qui se fait attraper dans une toile d'araignée, ça peut être dramatique. Donc, il y avait tout ça qui se passait. Et je sais pas, ça m'a... ta question, c'était finalement le pourquoi, ou qu'est-ce que c'est être sensible dans l'écriture. La sensibilité, pour moi, c'était être à l'écoute de ce qui se produisait dans ces moments. Et puis, ça m'a un peu soignée, je pense, de la peur, est-ce que c'était vain comme exercice? Parce qu'en fait, moi, je vibrais en faisant ça. Et puis, après... Dans la phase qui est après de pouvoir transmettre par la publication, j'ai vu que je n'étais pas la seule à vibrer. Donc c'est aussi ça, c'est après pouvoir être dans ce partage. Et face à un peu cette situation qu'on appellerait une situation de crise aujourd'hui, crise du vivant, crise de la sensibilité, crise écologique, climatique, écrire, pour toi, ça représente quoi? Je sais que des fois, notamment pour ce projet-là, tu y avait une forme aussi de... de dissonance aussi. Parfois, tu disais, mais est-ce que je suis légitime à le faire, malgré ce hors-champ dont tu parlais tout à l'heure? Oui, et pour moi, c'est un tiraillement constant, en fait. Je n'ai pas de sérénité là autour. Parce que, en fait, je me disais justement, j'avais presque mauvaise conscience, en fait. Je ne suis pas en train d'écrire un truc politique. Je suis en train de faire de la poésie, des petites fleurs. Et puis, pendant ce temps-là, tout ce qui se produit d'intolérable. Et... c'est aussi par ricochet qu'une œuvre se construit. Donc, l'œuvre d'après, c'était justement une pièce de guerre en Suisse, où j'ai réparé tout ce que je pouvais de m'être consacré pendant une année au papillon. Donc là, j'ai attaqué frontal politiquement. Et puis, c'est toujours un peu comme ça, je pense. Un besoin de réparation d'une œuvre à l'autre. Est-ce que cette fois, je serai plus juste au meilleur endroit? Et puis... Ouais, c'est une tension permanente pour moi. Quel est notre rôle
en temps de crise. On reviendra du coup sur devenir prêt tout à l'heure. Moi, je trouve que dans vos ouvrages du coup, qui sont pareils ou à paraître, on a vraiment la question environnementale qui est imbriquée avec la question sociale. Nouria, toi tu es donc en résidence ici, ou tu es en train de terminer une résidence ici à la Fondation pour ton prochain ouvrage qui s'appelle Fugue de barbarie. A priori, donc, le titre est plus ou moins choisi, c'est un projet jusqu'à présent. Donc, il y a une histoire environnementale et sociale de ce fruit et sa plante, l'Opuntia. Donc un récit hautement pluridisciplinaire hein, qui mêle, je crois, enquête documentée, poésie, plaidoyer, fiction. Tu nous as lu un extrait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à ce projet-là et aussi nous parler un petit peu de l'état de ta recherche actuellement, après plusieurs semaines à la Fondation. Où est-ce que tu en es ou qu'est-ce que tu as envie de nous partager de cette recherche-là sur cette problématique? Premièrement, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à ce sujet? Ça m'a... Bon, déjà, en 2018, j'étais au Mexique. Et je connaissais la plante déjà avant, mais je ne savais pas qu'on peut manger les raquettes et tout ça. Donc, du coup, je me suis commencé à m'intéresser aussi que c'est dans la mythologie de la création du peuple aztèque à Mexico City, Tenochtitlan, qui en fait en nahuatl ça veut dire le lieu où pousse le figuier de barbarie sur un rocher. Et du coup, après, il y a un moment donné, je me suis dit, bah, figuier de barbarie, enfin les Français avec leur obsession de barbarie et tout ça, je me suis dit, mais c'est quand même dingue comme nom. Et je sais qu'au Maghreb, ça s'appelle Karmous al-Hindi, donc c'est la figue de l'Inde, enfin de l'Amérique, ou Karmous al-Nazara, enfin la figue des chrétiens, donc celui qui vient d'ailleurs. Et du coup, après, j'ai regardé d'autres noms, et au Yémen, par exemple, c'est Belaïs al-Turki, donc c'est parce que c'est les Ottomans qui l'ont amené. Et en fait, aujourd'hui, la plante, elle est partout dans le monde, vraiment partout. Mais elle a toujours le nom de celle d'ailleurs. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est une belle image de la diaspora en général. Et bon, après, ça, je sais pas, après ça a commencé hein, enfin, avec la recherche. Et puis, ouais, c'est un récit qui a un mix entre documentation et fiction. Et ça met enfin, il y a aussi des morceaux qui sont en anglais, en français, en espagnol. Et il y a des trucs que moi j'écris. Mais après, il y a des morceaux historiques, de lettres, de textes de loi et d'autres textes littéraires que j'arrange. Et en fait, c'est l'histoire de la violence capitaliste ou coloniale du début jusqu'à aujourd'hui, racontée à travers la plante. Et puis justement, une des narratrices principales, c'est la plante. Comme là, en fait, justement, on était sur le bateau qui va vers l'Australie pour installer la colonie. Et c'est quoi la question? Enfin oui, la recherche, il y a beaucoup de recherches. Ouais. Et en fait, les premières 4 semaines ici, c'était vraiment... j'ai fait que la recherche, enfin, j'ai lu plein de choses que j'ai retrouvées dans la bibliothèque ou que j'avais amenées avec moi. À la fois du coup, sur l'histoire aussi de la colonisation. Sur l'histoire de la colonisation, des textes littéraires de différents pays qui jouent dans le livre, ou bien qui m'ont fait choisir quels pays vont jouer dans le livre. Des textes, ouais, enfin, il y a beaucoup de... Parce que vous vous imaginez de 1400, même un peu avant, jusqu'à maintenant, il y en a de quoi à lire. Et évidemment, après, je me suis rendu compte que la moitié, j'en ai pas besoin, mais il faut l'avoir pour savoir. Et là, après, j'ai travaillé sur la construction du texte. Et en fait, j'ai choisi c'est environ 200 chapitres, enfin petits chapitres, morceaux, et le contenu de chacun et où ça jouait quand. Et
et là, j'écris. Enfin, c'est là où je suis, mais j'avoue que des fois, c'est très... Enfin, je suis très heureuse d'avoir eu la possibilité d'être ici pour travailler, parce que des fois, c'est vraiment aussi base. On est toujours dedans, je veux dire, la violence capitaliste et coloniale, c'est partout, hein, et puis on le voit de plus en plus, partout. Et de fouiller dans cette histoire, je veux dire, si toute la journée on lit sur, je sais pas, des génocides, des massacres, des peuples qui sont en guerre, des forêts qui sont brûlées depuis, et après on regarde les nouvelles, et puis en fait... Je voulais te demander de le faire à travers l'histoire d'une plante, qu'est-ce que ça apporte en plus, en moins, en différent, pourquoi quel rôle joue cette plante-là dans la médiation aussi de raconter cette histoire sociale? J'espère qu'avec la lecture, la plante, parce que la plante, elle est comme une alliée à travers l'histoire. Elle était partante et collaboratrice dans des luttes anticoloniales, d'ailleurs jusqu'à maintenant. Et en fait, de comprendre la plante comme une alliée, ça veut dire de me comprendre aussi que je pourrais aussi être une alliée d'une plante ou d'un pré ou d'une mouche ou je ne sais pas quoi. Et de comprendre que ce n'est pas la nature et nous, mais que c'est une chose et qu'il faut travailler ensemble parce que sinon ça ne marche pas. Hein. Ben, on le voit bien. On verra, ça me fait penser justement à le titre que tu choisis là pour devenir prêt. Donc devenir prêt, ça représente quoi en fait, devenir prêt? Ça transforme quoi? Qu'est-ce que tu gardes du prêt en toi après une année d'intense observation et de tissage avec cet élément-là? Devenir prêt, ça représente exactement ce que vient de dire Nouria, c'est-à-dire la nature et l'humain sont faits d'une seule et même pâte. Donc c'est de pouvoir se mettre dans un état où on ressent qu'on est similaire aux herbes qu'on voit ondoyer dans le vent. On est voilà, une incarnation prête à pourrir comme les feuilles mortes. On est ça. On est cette matière-là aussi. Et puis, je pense que le moment où j'ai été le plus heureuse dans cette écriture, c'était quand j'avais l'impression d'une symbiose entre mon activité cérébrale qui était à la recherche de... si je mets ce mot-là, je le déplace à cet endroit-là, ça fait quoi dans la rythmique de la phrase, et le mouvement, la vie autour de moi que je sentais. Et c'était cette symbiose-là que je venais chercher. Et en même temps, tu écris « L'endroit atteint un tel degré d'idyllisme qu'il fait monter parfois un sentiment forcené, lancinant d'être partout ailleurs. » J'ai l'impression aussi que face à... Enfin, pourquoi est-ce que des fois la nature qui peut nous paraître aussi insupportable, des fois quand elle est trop belle ou quand elle est d'une certaine manière trop idyllique, comme tu l'écris là, qu'est-ce que cette phrase voulait dire? C'est peut-être même pas le paysage en soi qui est insupportable à force d'être idyllique, c'est mon rôle en fait. Qu'est-ce que j'essaie d'en faire? Est-ce que je suis dans l'ode? Est-ce que je suis dans rendre cette beauté perpétuellement? Je suis pas en train de m'isoler en fait d'un réel qui est justement plein de violence et plein de massacres. Est-ce que je suis pas en train d'idéaliser quelque chose que je veux transmettre tout beau, tout parfait aux lecteurs et lectrices, qui deviendrait hors sol à force d'être beau, qui deviendrait un paysage romantique encadré, qui n'a plus rien non plus du coup de plus rien de vivant non plus à la fin, ni de réaliste d'ailleurs. Ouais. Et puis il y avait aussi des tas de choses triviales, les vaches qui passent, elles sont là avec leurs étiquettes en plastique avec leurs numéros, et puis il y a la remorque avec le purin qui passe, et il y avait aussi tout ça. Donc et puis il y avait l'autoroute aussi, j'en parle, qui était derrière moi, donc je voulais pas non plus ne jamais parler de cette autoroute, justement pour pas être dans quelque chose de trop idéalisé. Je voulais pas non plus la balancer tout de suite, parce que il fallait quand même que je puisse inviter les gens dans la beauté qui étaient là. L'autoroute, elle annule pas la beauté en fait,
Alors, pour finir, je l'ai intégré environ à un tiers du récit. Et ça me mordait un peu les doigts de savoir un peu ce qu'est devenu ce pré. Est-ce qu'il existe toujours? Est-ce que tu l'as battu pour qu'il pas victime? Le pré, Oui, le pré. bien sûr, il existe toujours. D'accord, Il n'est ok. pas construit, heureusement. C'est du terrain agricole, je pense. Sauf que moi, j'ai déménagé. La roulotte nous a suivis. Et puis maintenant, j'ai une autre vue depuis la fenêtre. Justement, Nouria, pour toi, comme tu dis que ta relation avec la figue de Barbarie, tu la considères comme une compagne, et ça me fait penser au concept d'espèce compagne de Donna Haraway. C'est quoi, du coup, pour toi, devenir figue? Voilà, c'est devenir figuier. Et pas devenir figuier, pour le coup, en effet. Ouais. Qu'est-ce que ça convoque? Qu'est-ce que ça active en toi? Résister dans toutes sortes possibles. En face, je pense surtout ce qui est intéressant, que la plante elle a été naturalisée surtout dans le bassin méditerranéen, mais dans d'autres endroits aussi. Par exemple, en Algérie, tout le monde pense que c'est une plante indigène, parce qu'elle est là depuis 500 ans. Donc, ça fait penser aussi à qu'est-ce que c'est qu'une identité, qu'est-ce que c'est qu'en fait, on vient d'où. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, en fait, que la plante, en fait, toujours, elle s'est dans beaucoup d'endroits, et s'est infiltrée dans des pratiques des personnes indigènes, dans des rites. En Kabylie, par exemple, si on plante un nouveau olivier, on met des raquettes dedans parce que ça lui donne un peu d'eau et de nutriments, comme pour un bébé. Et voilà, donc je pense qu'être figuier, ou je ne sais pas si je dis être figuier, mais avoir el nopal, je préfère dire nopal que utiliser le mot de barbarie tout le temps. Ça veut dire d'être proche à la... Je ne veux pas dire nature, parce que comme j'ai dit, nous aussi on est nature, je veux dire vie, peut-être, de se comprendre dans une totalité avec tout ce qui se passe. Et le nopal, par exemple, il y a des espèces qui sont sans épines. Et quand elles se reproduisent naturellement, les épines repoussent. Donc voilà. Ce que j'entends aussi, c'est qu'en fait, on en parle beaucoup, évidemment, que on fait partie d'une unité avec la nature, et qu'on doit pousser à ces relations-là. Mais ce que j'entends dans vos ouvrages-là, c'est qu'elles sont issues aussi, encore une fois, d'un tissage. C'est-à-dire qu'il y a un travail de relation qui est fait chacun de votre côté. Tu t'es arrêté le temps d'une année pour essayer de concevoir quelque chose avec un pré. Tu fais une recherche sur ce figuier-là. Cette unicité, elle n'est pas évidente, malgré qu'on ne fait que d'en parler. Et peut-être qu'il est aussi question de savoir comment la convoquer, ou comment est-ce qu'on peut essayer d'apprendre de ce travail aussi-là pour entrer en relation. Antoinette, j'aimerais qu'on évoque un peu ton ouvrage Après le monde, qui est dans la continuité un peu de ce travail-là. Donc il y avait un travail un peu d'introspection dans devenir prêt, puis ensuite cette volonté aussi de montrer un peu ce hors-champ que tu évoquais tout à l'heure. Donc c'est une fiction qui nous plonge dans les aventures de 4 personnages qui luttent pour leur survie dans un cadre apocalyptique suite au ravage d'un cyclone inédit et l'effondrement systémique qu'il va produire. Et le roman pose la question de l'effondrement d'une civilisation, mais aussi de la sobriété, de la décroissance choisie et subite, et surtout de la résilience, je crois. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'a conduit à écrire cet ouvrage? Encore une fois, ça m'intéresse de savoir ce qui meut le geste d'écriture ici, là, qui est du coup un ouvrage complètement différent, là, on peut dire, que Devenir prêt. Oui, j'avais juste préalablement une petite question. Il me semble que tu as utilisé le terme de raquette. Je n'ai pas compris. On appelle les feuilles, on les appelle raquettes. Du cactus. Cactus. Ok, merci. C'était juste pour comprendre. Donc, alors, Après le monde, ce qui m'a conduit à écrire ça, ce qui m'a conduite à écrire ça, c'est la lecture. Donc, j'ai cité la référence dans la lecture qui a été lue en introduction de cette rencontre.
C'est paru au Seuil en 2015, c'est devenu vraiment très rapidement un best-seller. C'est Comment tout peut s'effondrer, c'est un essai coécrit par Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Donc, c'est un très gros choc. Bien sûr que ce n'était pas entièrement nouveau pour moi, cette idée qu'il y avait un déclin et surtout des risques, d'une vulnérabilité à la fois dans l'environnement, mais aussi dans tous les systèmes anthropiques, donc nos circuits d'approvisionnement industriel, nos systèmes politiques, les infrastructures qui font qu'on a de l'eau potable à volonté, et du chauffage et de l'électricité. Donc tout ça, c'était quelque chose de pressenti, mais de l'avoir lu comme ça, noir sur blanc, dans un essai bien étayé, c'était beaucoup de terreur, en fait. Donc, ma réaction, ça a été de réagir par la fiction. J'avais besoin de traduire ça dans des situations incarnées, avec des personnages, d'essayer d'imaginer ce que ça pouvait représenter. Et je pense qu'un des réflexes, en fait, vu que ça nous dépasse tellement, c'est tellement difficile à imaginer, c'était de hyper localiser l'action, ce qui m'a conduite à écrire. On sait très exactement où c'est. Ils montent à la chaux de fond par tel et tel chemin pédestre. Tout juste pas si on décrit le chemin qu'ils ont pris. Et ouais, j'avais besoin en fait de ramener ça au sol que je connais en fait. Une autre chose qui était importante, c'était évidemment que de désindustrialiser, ça me permettait d'imaginer un mode de vie qui impacte moins l'environnement. Bien qu'à part ça, même si ça parle de résilience, la fin, elle est quand même très très sombre. Il y a une grosse ellipse de plusieurs dizaines d'années, et après on arrive, je crois, en 2045. Et là, les conditions d'existence sur Terre sont quand même hypothéquées pour l'espèce humaine. Donc, oui, il y a de la résilience, mais c'est quand même assez sombre, je trouve, le final. Et puis, bon, il y a quand même du temps qui a passé, parce que je l'ai écrit en 2015 et 2019, il est sorti en 2020. Maintenant, on est en 2024. Donc, je ne suis pas du tout rassurée sur cette vulnérabilité. Les risques systémiques, je pense toujours que c'est une réalité pour moi. Sinon, j'ai quand même pris du recul sur certains aspects depuis. Peut-être que l'aspect vraiment très monolithique d'un effondrement qui se passe dans un temps très rapide, partout dans le monde en même temps, ça, je le vois peut-être un peu différemment. Peut-être que déjà au moment où j'ai choisi ce scénario, je n'étais pas sûre à 100% que c'était vraiment ça le futur, mais ça m'arrangeait pour des raisons scénaristiques quand même, et puis idéologiques aussi, parce que ça me permettait de faire une table rase un peu radicale. D'un coup, on passe à autre chose. Qui fait du bien, d'ailleurs. Oui, parce que ce qui m'intéressait, c'était de raconter comment la société, elle se réorganise. En fait, c'était ça que je voulais raconter. D'où ma réflexion sur la résilience. C'était aussi de dire, après, comment on récompose aussi des relations, comment on fait, encore une fois, un monde commun après une tabula rasa, quoi. Donc, ce Pablo Servigne qui a théorisé les concepts de collapsologie, donc tu as évoqué, qui t'ont inspiré, il a aussi écrit un autre livre qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, et qui fait référence à ce que certains pourraient nommer ce que je pourrais nommer la guerre des imaginaires, ou bien le fait de décoloniser nos imaginaires, le fait qu'on puisse aussi montrer que l'autre loi de la jungle, ce n'est pas du coup la loi du plus fort, mais ça peut être aussi l'entraide. Donc de raconter d'autres récits, d'autres histoires. Et la question, pardon ? C'est pas Kounin qui a écrit ça, non ? L'entraide. L'entraide, oui, c'est pas, on n'a pas, voilà, exactement, on n'y pense pas a priori. Et donc, Alain Damasio parle justement aussi de la guerre des imaginaires. Et donc, du coup, j'aimerais le citer pour montrer justement que la question écologique nécessite de réinventer aussi les représentations, les mots, les images auxquelles on a recours pour parler de ce qui nous arrive. Lui, dans Quel sapien voulons-nous devenir, il écrit « L'effondrement renvoie à tort à l'image d'une tour qui tient puis qui tombe. Et ça serait bien d'arrêter avec ces imaginaires de la chute. Si l'on dit plutôt qu'on va assister à des renaissances, cela change déjà tout. » Et j'ai l'impression que
cette guerre des imaginaires un peu au cœur aussi de vos projets respectifs. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette guerre des imaginaires? Peut-être pour un peu aiguiller cette discussion-là, Nouria, tu nous as parlé des différents mots qu'on utilise pour parler de la figue. Voilà, les mots ne sont pas les mêmes et la signification et l'imaginaire qu'on a ne sont pas les mêmes selon le mot qu'on utilise. Ça, c'est déjà un point assez important. Tu dis aussi que la figue représente l'étranger aussi, d'une certaine manière. Est-ce que tu veux nous en dire un peu quelques mots là-dessus, sur cette nécessité aussi de vouloir changer ou décoloniser les imaginaires dans ton projet? Alors, l'idée principale que je veux... parce qu'en général, je pense qu'évidemment, il y a plein d'images, mais il n'y a pas de narration dans le sens de narration. Déjà, le texte, il n'est pas linéaire. Donc, ça saute dans tous les coins. D'où les 200 chapitres. Bien, oui. Mais ce sont des petits chapitres. Mais le fil rouge, c'est la violence. Et en fait, pour revenir à ta question, je pense que la chose principale que je veux raconter, que je veux dire ou décoloniser, c'est que le capitalisme et la violence du capitalisme, le capitalisme, c'est pas un truc qui a surgi logiquement d'un système économique qu'on avait, mais en fait, c'est une contre-révolution très violente depuis presque le Moyen-Âge. En fait, ça a commencé, si on croit Silvia Federici, avec la chasse aux sorcières. Donc, ça, c'est la première image que j'aimerais bien changer. Et aussi, comme la violence, c'est vraiment un peu le fil rouge, qu'est-ce que c'est que la violence aussi? Si on veut décoloniser, qu'est-ce que c'est que la violence? Qui a un droit pour utiliser la violence ou de résister Et là aussi, la plante, comment on parle d'une plante ou comment on parle d'une personne soi-disant indigène ou comment on parle d'un terrain ou comment on parle de nous. Et je pense que la façon la forme du texte, c'est peut-être plus une approche, un essai de décoloniser aussi, parce que justement, c'est pas linéaire, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs types, donc de chambouler un peu notre besoin d'avoir un début, et puis une histoire, et un fin, et un moral, et puis après on a appris quelque chose, et puis on continue. Parce qu'on n'apprend rien en fait. Donc il faut essayer d'une autre façon qu'on arrive à apprendre quelque chose. Ça m'évoque aussi cette question de guerre des imaginaires, aussi la place à l'oralité. Je crois qu'il y a aussi quelque chose d'assez important que tu souhaites un peu creuser dans ton ouvrage. Les peuples aussi qui ont été victimes de colonisation sont des peuples oraux pour la plupart, et Après le monde, les chapitres sont présentés comme des chants. Cette place de l'oralité aussi qui permet un peu de... Je trouve ça assez intéressant de sortir aussi peut-être d'une lecture peut-être comme tu dis linéaire ou bien plus classique. Qu'est-ce qu'elle... Voilà, cette place-là, qu'est-ce que vous en avez fait? Pourquoi l'avoir donné une telle place dans vos ouvrages? Antoinette, peut-être. Bon, les premières écritures, c'est des écritures comptables, en fait, dans l'histoire de l'humanité. C'est les plaquettes en terre cuite qui ont été retrouvées pour dire combien de blé a été engrangé, combien de bière est dans le palais du roi, quoi. Donc, c'est vrai que quand on pense à ça comme ça fait un peu mal de se dire « je consacre ma vie à perpétuer cette manière d'encoder ». Parce que en fait, ça me fait penser à la peur aussi, la peur que ça disparaisse. Et puis, on est tout le temps en train d'enregistrer toutes nos photos sur des serveurs et puis de tout garder, nos messages. Et puis, je pense une peur. On ne peut pas accepter le fait que ce soit volatile. Alors, bon, pourtant, c'est vrai qu'il y a
des méthodes orales qui ont permis de perpétuer des récits sur des générations, c'est fiable aussi, peut-être même plus. Donc c'est vrai que moi j'étais dans l'écriture d'après le monde très préoccupée par cette question. Est-ce que c'est fiable D'ailleurs, les personnages eux-mêmes se posent la question, est-ce qu'on devrait faire apprendre par cœur à tant de personnes nos écrits pour être sûr qu'ils ne périssent pas? Et ça, c'est juste pour rajouter, en fait, c'est fou que par rapport à l'oralité, il y a plein de choses qui sont toujours là et qui n'ont jamais été écrites. Et qu'il y a toujours des peuples qui utilisent des langues qui... Enfin, on a voulu les assassiner tous et toutes, alors qu'ils sont toujours là et ils parlent toujours leur langue. Et en fait, ça, c'est aussi un peu l'histoire du nopal, parce que c'est une plante qui est extrêmement résistante. Et de voir que la résistance, des fois, c'est pas nécessairement que, enfin, je vais pas faire sauter une banque, mais de parler dans sa langue natale, ou de continuer des chants, des récits qui servent à rien. Et ça aussi, c'est la résistance. Antoinette, pourquoi avoir justement donné cette place au chant? Moi, ça m'a intrigué aussi à la lecture d'Après le Monde. On pourrait croire que tout ça est un grand chant, enfin, dans le sens, c'était l'idée qu'on puisse le chanter. Quand on lisait à haute voix aussi, je me suis amusé à lire à haute voix en essayant de chanter le texte, c'était un peu laborieux, mais je me suis demandé, est-ce que c'était des chants pour toi, ces chapitres-là? Moi, je me disais, dans un contexte où l'industrie est tombée, déjà la chaîne du livre n'existerait plus telle qu'on la connaît, donc il n'y aurait plus cette abondance d'objets livres distribués, imprimés à bas coût. Bon. Probablement que les outils numériques aussi seraient plus rares, la possibilité de conserver, en plus, les personnages, ils sont dans un déplacement géographique, donc ils ne peuvent pas non plus trimballer beaucoup d'archives. Donc c'était un peu cette préoccupation très pratique, en fait. Comment elles font pour archiver tout ça, comment elles font, à quel moment elles décident de le communiquer, parce qu'au début c'est plutôt une activité un peu secrète. Et petit à petit, elles le lisent en public. Puis après, il y en a une qui commence à chanter, puis l'autre, elle est moins à l'aise. Et je pense que ça renvoie aussi à une préoccupation personnelle. C'est que souvent, je ne sais pas, si je suis à une fête, il y a quelqu'un tout à coup qui sort une guitare, qui chante. J'ai l'impression que c'est quelque chose de tellement immédiat, tellement... qui se communique tellement contagieux comme énergie. Et moi, je me sens des fois un peu handicapée avec tout mon système indirect, en fait. Je ne peux pas chanter directement quelque chose à quelqu'un. Je dois écrire toute seule et ensuite espérer que l'intermédiaire du texte va toucher l'autre. Et voilà, c'est ma manière de fonctionner, mais je pense que c'est ça que j'ai voulu interroger aussi. Il y a un de tes ouvrages qui s'appelle Le chant à gémir, qui décrit vraiment la catastrophe, ce qui a eu lieu. Et j'ai l'impression que du coup, il y a aussi un peu une dimension un peu cathartique dans le chant, de chanter les choses, même lorsque les choses sont les plus terribles. Cette espèce de volonté aussi de parler d'une dystopie, est-ce que c'est aussi une volonté de pouvoir créer un soubresaut ou au contraire aussi d'essayer d'y mêler un affect aussi positif peut-être par le chant, ou est-ce que le chant n'est pas forcément un affect positif, mais dans le sens de s'approprier tout ça? S'approprier, reconstruire une chronologie, parce que j'imagine un effondrement, c'est tout le monde a vécu des choses traumatisantes, la chronologie elle a explosé dans tous les sens, personne ne sait plus ce que notre tante, qu'est-ce qui lui est arrivé parce qu'on n'a plus de moyens de communication. Donc c'est tous des drames qui sont peut-être isolés les uns des autres. Tout le monde a vécu des drames d'une manière ou d'une autre. Donc j'imagine que c'est quelque chose de très très chaotique. Donc pour moi c'était aussi un remède pour essayer de déjà juste de l'écrire, c'est se le réapproprier, c'est reprendre une prise sur quelque chose, de partager ça en chantant. C'est une manière, en tout cas même dans un petit cercle, je me disais c'est une manière pour ressouder les gens et se dire on a tous vécu ça, même si ça s'est décliné de façon différente pour chaque individu, on a tous vécu quand même un supra-événement qui nous réunit là-dedans.
Ouais, je pense que c'est ça. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de creuser cette dimension aussi positive qu'on peut avoir face à une potentielle catastrophe. Je te cite, tu écris, un de tes personnages dit « Est-ce que ça ne faisait pas un bien fou de s'entendre raconter leur histoire, celle des humains, des contemporains et de leur système effondré, de se l'entendre raconter au sein d'un tissu de mots tenant le coup, travailler, penser ?» J'avais l'impression qu'il y a aussi quelque chose de dire, ben voilà, ça a eu lieu et ça fait du bien que ça ait eu lieu et que ça permet autre chose. Mais cet affect positif-là, qu'est-ce que t'en fais ou qu'est-ce que tu... De pouvoir s'élever au-dessus des événements, de pouvoir les regarder avec un champ plus large, de pouvoir d'écrire, ça donne l'impression qu'on peut se détacher du trauma aussi, ça le sépare de soi, et tout d'un coup ça devient quelque chose qu'on peut regarder ensemble, en fait, qu'on peut revivre ensemble, qu'on peut pleurer ensemble. Donc chant à gémir, c'est aussi, je pense, oui, cathartique, ouais. Ouais, est-ce que ça t'évoque aussi cette dimension un peu cathartique ou ce fait aussi d'utiliser peut-être potentiellement la dystopie, tu parlais de violence, mais aussi la dimension des fois un peu plus sombre pour pouvoir être élan de quelque chose? Tu peux répéter la question? Si, dans le sens où, par exemple, dans l'extrait qu'on a entendu, que tu nous as lu au début, tu dis que la figue, elle passe de la peur, par exemple, à la colère dans ce trajet qu'elle a eu, qui a du coup une transition qui s'opère. J'ai l'impression qu'il y a une transition aussi qui s'opère grâce ou notamment par le fait qu'il y a un événement aussi un peu traumatisant ou qu'il y a aussi quelque chose de terrible qui a pu se passer et qui peut nous pousser à un autre affect ou à d'autres émotions, d'autres actions aussi peut-être. J'espère. Ouais. Enfin, j'espère parce que je pense qu'ici en Occident et surtout en Suisse, on est bien loin on a l'impression d'être loin de certaines choses, alors que la dystopie, elle est bien partout dans le reste du monde depuis au moins 500 ans. Donc d'avoir un peu d'espoir, en fait, moi personnellement, j'ose espérer qu'il ne faut pas nécessairement vraiment tomber jusqu'au fond afin de pouvoir ressentir, je ne sais pas, de l'empathie ou de tristesse ou du deuil pour les autres humains, les autres créatures, les autres êtres non humains aussi, la vie en général, pour ne pas dire nature. Donc du coup, j'espère que aussi que des fois ça peut aussi par rapport à quelque chose de beau, quelque chose, un moment de tendresse, que ça aussi en fait ça pourrait nous toucher et de dire c'est tellement beau, j'ai pas envie de le perdre. Et dans le texte que je suis en train d'écrire, il y a beaucoup de violence, mais en même temps il y a comme je disais avant, en fait, il y a aussi la vie qui persiste malgré tout et qui est toujours là et qui pousse dans des conditions sans eau et sans rien et qui est quand même là et qui donne et qui donne et qui donne avec une abondance. Enfin, on a vraiment pas mérité tout ça, enfin, vu notre comportement, mais elle continue quand même. Et du coup, ouais, j'espère que ça peut nous. En tout cas, moi, ça me donne je ne sais pas si l'espoir c'est le bon mot, mais ça m'apaise un peu. On discutait la semaine dernière avec une spécialiste des émotions collectives qui me parlait de passer de la colère à l'indignation, par exemple. Et l'indignation était aussi une émotion qui était plus proactive, justement, dans certaines situations. Et je trouvais ça assez intéressant. En t'écoutant, je me dis, mais tu parles de nous et le texte s'adresserait à quelqu'un ou à un groupe en particulier. Qui est ce nous, en fait, dont tu parles? Parce que nous, ici, peut-être dans cette réalité suisse, qui ne sont pas forcément victimes de cette histoire-là,
d'histoire aussi de la colonisation ou de cette violence-là. Mais on est aussi victime, en fait, mais on ne se rend pas compte parce que Oui. c'est beaucoup plus petit. Mais quand on regarde un pré, je suis sûre, hein, quand on regarde une forêt, comment les arbres sont malades, comment il y a plein d'insectes qui sont plus là, comment il y a de la sécheresse et tout ça, je veux dire, tout ça, c'est lié. Sauf que c'est encore doux ici, on va dire, mais ça va pas rester doux, ça c'est sûr. Hein. Juste d'un point de vue climatique, le reste, j'en parle même pas. Mais je pense que c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ce texte, de dire, je regarde un morceau de près. Moi, je trouve que c'est très, très politique parce que dans ce morceau de près, tu peux voir tout. Donc, quand je dis nous, je veux dire les gens qui habitent dans l'Occident. En fait, de se rendre compte de la violence qu'ils sont en train d'exécuter, mais aussi qu'ils subissent. Et qu'en fait, on est tous et toutes partie des fameux 99%, et pas du reste. Et on est tous et toutes beaucoup plus proches d'être réfugiés que d'être autre chose. Et par exemple, il y a des figuiers de Barbarie qui maintenant poussent dans le Valais. Et puis c'est un problème parce que où il y a les vignes, et c'est un changement climatique de ouf qu'il y a un figuier de Barbarie qui pousse là-bas, comme ça, tranquille. Donc on est là et puis la plante, elle est là aussi. Symbole de aussi cette anticipation à venir. Justement, pour cette question d'anticipation, ça m'intéresse aussi donc après le monde, on a vraiment cette projection un peu sur ce qui nous arrive aussi sur le futur. Toi, c'est quoi comment va évoluer en fait cette figue-là ou cette plante-là? Comment est-ce que tu la vois dans le futur et comment tu vois aussi l'évolution des enjeux auxquels elle est liée? Dans le texte ou en général? Non, en général, pas forcément dans le texte, parce que la dystopie, tu disais que la dystopie a lieu depuis 500 ans en fait pour la figue et les protagonistes qui lui sont attachés. Mais donc du coup, si tu devrais en faire un petit exercice de pensée, tu te projettes et le devenir de la figue, c'est quoi? Il y aura plus de vignes en Valais, il y aura que une culture. On peut pas. En fait, en Amérique du Sud, ils faisaient de l'alcool avec la figue, hein, donc faut juste changer le programme. En fait, c'est une question un peu. Enfin, dans le texte, il n'y a pas de dimension. Il n'y a pas de dimension de après. Ça reste dans le maintenant. Sinon, j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'on puisse apprendre de la plante parce que maintenant, depuis récemment, elle est en danger, en fait, même si elle est tellement résistante contre presque tout. Dans tout le bassin méditerranéen, elle est malade, et elle est malade parce qu'on a fait venir en fait les Australiens. C'était les premières qui ont trouvé. C'était d'ailleurs la première, arme biologique dans les années 30 pour se débarrasser des terrains immenses qui ont été occupés par la plante, le nopal. Et en fait, maintenant, dans toute la Méditerranée, la plante meurt parce que un de ces insectes qui d'ailleurs a été utilisé aussi pour faire le carmine, enfin le rouge, qui a joué un rôle très important depuis la Renaissance jusqu'à presque dans le 19e siècle. En fait, c'est un insecte qu'on plante que les Aztèques ont utilisé, et puis ça s'appelle cochinilla, et ça fait un rouge énormément rouge. Et en fait, pour l'économie européenne, surtout pour les Espagnols, c'était incroyablement important parce que c'était le même prix que l'argent. Et du coup, comme l'humain, normalement, quand il crée un problème, il trouve une solution, et puis la solution, ça va créer encore un problème qui va être plus grand que le problème au début. Maintenant, tu as des terrains immenses qui sont en train de mourir à cause d'un insecte qui, à la base, était un collaborateur avec la plante et qui s'est maintenant retourné vers elle. Et du coup, je ne sais pas si la plante elle a envie de résister ou de continuer à se faufiler par ici et par là et de nous aider ou de lutter avec nous,
Ou si à un moment donné, elle se dit, bon, là, j'en ai ras le bol parce que ça fait 500 ans, j'essaye de faire les trucs avec vous, et puis vous ne le faites pas. Tu vois. Donc, pour moi, c'est... Ouais, il faut être vigilant. Et, ouais, dans le sens, dans le sens large, il faut être vigilant. Et puis, ouais, parce que ça se passe avec des trucs vraiment minuscules. On l'évoquait tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est aussi une invitation à nous rendre attentifs à ces objets-là, à ces sujets-là, pardon, qui sont des intermédiaires et qui racontent autant de notre relation à la nature que nos relations sociales. Et ici, dans le Jura vaudois ou en Suisse, on a la question du loup qui peut être justement cet emblème de notre rapport plus général, en fait. On en discutait, on en parlait tout à l'heure, à notre environnement, à notre agriculture ou à nous-mêmes. Peut-être pour terminer, j'ai encore peut-être 2 questions. Et on n'aura pas de questions-réponses, malheureusement, mais on vous invite à une verrée tout à l'heure et vous pourrez échanger de manière peut-être plus informelle avec nos invités. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette violence, Antoinette? Parce que je sais que je te pose cette question-là aussi un peu de manière frontale, mais parce qu'aujourd'hui, toi, tu as déménagé et puis tu es en train aussi de développer des projets qui souhaitent, de par tout ce parcours qu'on retrouve dans tes ouvrages, qui essaient aussi d'aller peut-être plus loin, ou voilà, tu essaies aussi d'intégrer ces recherches-là dans ton quotidien. Est-ce que tu veux nous en dire un peu quelques mots? Et j'ai l'impression que c'est aussi lié à la violence, parce qu'il y a peut-être un texte, je ne sais pas si tu as envie de nous le partager, mais qui nous montre aussi que cette violence, dans ce quotidien-là que tu essaies de vivre, est présente et qu'il faut que ce n'est pas toujours évident d'en faire quelque chose. Oui, alors mon cadre de vie actuel, donc je suis une néo-rurale, comme on dit, depuis 3 ans. J'en parle volontiers d'ailleurs, mais peut-être avec juste 2 précautions préliminaires, c'est qu'on ne peut pas vraiment comparer ce que je fais avec le travail des agriculteurs, parce que eux qui ont des hectares, des dizaines d'hectares, nous on a environ 4000 mètres carrés. Et puis, on n'est pas comme eux dans une pression d'exploitation commerciale, parce que c'est pour nous-mêmes et un ménage associé. Donc, voilà. Puis la deuxième précaution, peut-être que j'aime bien donner, c'est qu'on n'est pas dans une philosophie survivaliste. Voilà, j'ai de la peine avec ces idées d'autarcie que ça peut parfois générer quand je dis je plante des légumes pour notre consommation. Déjà parce que je trouve que c'est pas réaliste, en fait, l'idéologie survivaliste. Personne n'est en autarcie, donc nous on plante des légumes, on a quand même besoin d'huile, de farine, etc. Nous plantons nos semences, on les commande sur Internet en payant avec une carte bancaire, donc complètement dans le système. Et en plus de ça, cette idéologie survivaliste, c'est vraiment un peu l'image de l'arche de Noé. Donc il y a ceux qui se préparent, qui vont survivre, et puis tant pis pour les autres. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très convivial. Donc voilà, j'ai de la peine avec ça. Je me suis toujours dit que même si je peux comprendre que peut-être dans un cas où la violence monte, seuls ceux qui sont armés et savent tirer s'en sortent, je peux tout à fait trouver ça cohérent comme pensée. Je ne pense pas que c'est forcément du délire, mais pour moi c'est quand même ma limite. Je me suis toujours dit je ne me préparerai pas à l'après en achetant des armes puis en apprenant à tirer, quoi. Voilà. Donc voilà, on a ces légumes qu'on produit et on fait de la viande d'agneau aussi, en petite quantité. Ça se traduit, à mon avis, par une énorme attention puis une préoccupation constante. C'est pas seulement du travail, en fait, pour produire. C'est vraiment tout le temps observer qu'est-ce qui se passe. Ah tiens, ça jaunit. Ah tiens, là, je crois qu'il y a tout à coup un invasif qui est pas bon. Ah merde, il y a une gelée, il faut tout que je protège. C'est constant, quoi. Et puis c'est beaucoup plus dense sur la production de légumes que sur la production de viande. Parce que le pré verger, c'est environ 1500 mètres carrés. Je suis beaucoup moins attentive. Alors, bien sûr, je surveille, mais que les 200 mètres carrés, ça paraît rien, mais c'est presque un 50% de taux d'activité. Là, c'est une densité d'attention à ce qui se passe qui est énorme, en fait. Et du coup, cette attention-là, tu vas le retranscrire dans un prochain ouvrage. Est-ce que c'est un peu le projet en cours, là? Est-ce que tu peux en parler ou pas trop Oui, comment être rapide là-dessus?
Donc souvent, quand... Peut-être tu peux nous lire le texte aussi, si tu as envie, le texte, qui présente ce projet-là ou... celui qui est en lien avec l'élevage ou... Oui. Oui. Alors, ça ne fait pas partie du projet de roman. D'accord, ok. Mais je le lis volontiers. Ouais. Ouais. C'est un texte court, inédit, comme ça, qui n'a pas trouvé de débouché, un texte inutile, et que je vous lis volontiers. J'avais mis mon réveil à 6h30, et quand il a sonné, ma première pensée a été « Ils n'ont plus que 2 heures à vivre ». Il faisait encore nuit. Au bout d'un moment, le jour qui se levait m'a permis de voir par la fenêtre leurs 2 formes claires. Comme toujours, ils avançaient ensemble. Lucky Luke et Rantanplan, les noms que leur ont donnés les enfants. Arrivés au mois de mai, le premier jour, ils bêlaient à l'entrée de leur parc sans oser s'aventurer plus loin que l'abri qu'on leur avait construit. Après quoi, ils se sont enfoncés dans la mer ondoyante d'herbes fleuries, si haute qu'ils y disparaissaient. En cherchant bien, on pouvait distinguer leur double échine. Sauf que là, on était en octobre et 2 bons gros béliers avaient remplacé ces adorables agneaux. On avait décidé que d'un seul voyage, on emmènerait les enfants à l'école et les moutons à l'abattoir. Ceci après pas mal de discussions. Moi qui préférais que nos enfants ne soient pas témoins de la scène du chargement, leur père soutenant que mieux valait qu'ils soient témoins de quelque chose plutôt que d'être mis à leur retour d'école devant le fait accompli du pré vide, d'où les moutons se seraient volatilisés comme par magie. Ce qui nous a mis pas mal de pression quand même, parce qu'il fallait à la fois tirer les moutons de toutes nos forces, hisser et porter le premier dans la remorque tout en maintenant le second, en s'inquiétant d'arriver en retard, et tenter d'apaiser les enfants qui, naturellement, protestaient à corps et à cri. Au réveil, le petit avait déclaré au grand sur le ton de la consolation « Tu sais, moi je dis d'accord parce que les parents le veulent et qu'on a dit qu'on le ferait, mais au fond de moi, je ne veux pas non plus. » Au fond de moi, je vous assure que c'est l'expression qu'il a employée à 5 ans et demi. Le trajet est court de notre maison jusqu'au village. L'idée était de déposer d'abord les enfants à l'école, mais une blague m'est venue. J'ai dit « Et si on amenait les moutons à l'école et les enfants à l'abattoir ?» en parlant doucement parce que ma blague n'était peut-être pas adéquate, mais suffisamment fort pour que les enfants m'entendent. Je ne sais pas si c'était par égard, pour ne pas les exclure, ou au contraire par brutalité, sous l'effet de cette pulsion qui me fait parfois leur imposer mon humour noir comme pour les forcer à grandir. L'aîné a souri, et le voyant sourire, le cadet s'est autorisé à montrer qu'il goûtait lui aussi à la blague. Nous avons poursuivi les 4 à bord de la voiture avec au crochet la remorque chargée, notre aîné s'essuyant les yeux sous ses lunettes. Mais je préfère le dire tout de suite, nos enfants ont eu beau affirmer ce jour-là qu'au grand jamais ils ne mangeraient de cette viande, cela ne les a pas empêchés de se servir quelques semaines plus tard en merguez et côtelettes posées sur la table. Le petit adressant, avant d'attaquer, un pardon à son assiette. Merci beaucoup. J'aurais peut-être juste une toute dernière question à vous adresser à toutes les deux avant de terminer. C'est que, bien que vos projets cherchent à porter une voix à la marge, aux phénomènes en cours, à ces autres réalités-là, à ce qu'on nomme pas, à ce qui ne nous intéresse pas forcément, à ce qu'on refuse de penser, à ce qui paraît banal, qu'est-ce qu'on fait lorsque les injustices ou les violences ou les ruines sont telles qu'elles nous laissent sans voix, lorsque les mots parfois ne suffisent plus? S'autoriser à rester silencieuse un petit coup. Je crois que c'est une fin magnifique. Ouais, c'est une fin magnifique. Merci. Ça vous va? Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci
Nouria, merci beaucoup Antoinette. Merci à vous toutes et tous d'être venus. Et je vous propose de continuer au-dessus pour une verrée. Et on se retrouve le jeudi 21 novembre pour la dernière rencontre de ce cycle de 5 rencontres du festival L'écriture des lieux. Merci beaucoup et puis bonne suite de soirée à vous. Merci.